La solitude, ça n'existe pas, chantait jadis Gilbert Bécaud et quelques autres. Eh bien si, la solitude, ça existe au point qu'on considère aujourd'hui que dans les pays développés, c'est un problème majeur pour la santé physique et mentale de la population. À titre d'exemple, au Québec, environ 20% des personnes de 15 ans et plus vivent seules, 2 fois plus qu'il y a 25 ans. La réalité est tellement préoccupante que le gouvernement britannique a créé en 2018 un ministère de la solitude. Alors aujourd'hui, avec mon invité, j'analyse la question de la solitude et les chemins de vie pour ne plus être seul. Daniel Starenki, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être revenu nous voir pour parler aujourd'hui d'un sujet qui est vraiment d'actualité. C'est presque un cliché que de dire qu'on n'a jamais été aussi connecté qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de moyens de communication qu'aujourd'hui. Et pourtant, on n'a jamais autant parlé de solitude qu'aujourd'hui. Et les chiffres sont alarmants. Oui, on est très branché sur des pixels. Mais des pixels, ce sont des choses. Oui, on peut avoir plein d'amis sur Facebook, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne souffre pas de solitude. Oui, les chiffres sont alarmants, exactement. On nous dit qu'un Canadien sur 3 dit vivre seul. Et les statistiques ont été données. En fait, je pourrais les partager. On nous dit que 47% des jeunes de 17 à 24 ans vivent de la solitude, 50% des personnes handicapées, 58% des immigrants et réfugiés et 15% des personnes âgées. Alors peut-être que des personnes handicapées, ça se comprend. Immigrants et réfugiés, ça se comprend aussi. Personnes âgées, c'est un peu plus difficile. Et des jeunes, ça c'est plutôt incompréhensible. Ces statistiques-là qui disent que ces pourcentages importants de la population vivent de la solitude, est-ce qu'on parle de gens qui vivent seuls, physiquement, ou est-ce qu'on parle de gens qui ressentent de la solitude? C'est les deux, en fait. Mais oui, des gens qui se sentent seuls. Parce qu'on peut être seul physiquement et ne pas forcément se sentir seul, et vice-versa. Définitivement. Mais c'est un sentiment de solitude sociale, voyez-vous. Et puis, j'ai été interpellée par l'expérience d'un urgentiste en psychiatrie qui tout d'un coup a dit, tiens, je vais faire une petite expérience. Et il se met à demander aux personnes qui arrivent en catastrophe dans son département, il dit, mais combien de numéros de téléphone aviez-vous ou avez-vous dans votre porte-monnaie que vous auriez pu signaler avant de venir ici? Avant de faire le 911. C'est ça, avant de faire le 911. Et ces gens-là disent généralement aucun. Donc, ils sont en état de crise, c'est grave, mais ils ne pensent pas à appeler un ami, un parent, en fait, ils n'ont pas forcément quelqu'un qui ils pourrait appeler. Ils n'ont pas quelqu'un. Ils disent, pas de numéro de téléphone que j'aurais pu signaler. Et on dit qu'aux États-Unis, le réseau des amis est en train de se rétrécir énormément, au point que la statistique ici, c'est que plus de 50 personnes, quand on leur demande de nommer les amis qu'ils ont, n'arrivent pas à nommer plus de 2 personnes, et la plupart disent, j'en ai moins de 2. Moins de 2, c'est quoi? 50% des gens disent qu'ils n'ont pas plus qu'un ami. C'est ça, et d'autres disent tout simplement, ils le disent carrément, on a 0 ami.
Parce que c'est sûr que dire bonjour à l'épicière, c'est pas avoir un ami. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant qu'on peut faire tout sur Internet, on ne va même plus dans un magasin. On n'a même plus ces interactions de dire bonjour, comment ça va bien, sourire. Beaucoup de gens sont même privés de ces interactions qui peuvent être banales, mais qui quand même peuvent remplir une vie. Qui contribue à faire que la vie soit malgré tout agréable. Juste quelqu'un qui nous sourit spontanément pour rien, ça fait du bien. Quelqu'un qui nous envoie la main, ça fait du bien. Mais quand on reste enfermé devant son écran, le sentiment de solitude gagne automatiquement. On est dans un monde qui est plus individualiste, où chacun a un peu tendance à vivre sa vie de son côté. Il y a ce dont on parlait au tout début, que vous m'aviez signalé, cette décision du gouvernement britannique de créer un ministère de la solitude. Oui, un ministère de la solitude, c'est quand même phénoménal. Le ministère de l'Éducation, ça se comprend, de la Défense, ça se comprend, mais de la solitude, on se dit, mais alors, dans quel monde est-ce qu'on vit? Mais là, il faut comprendre, c'est que la solitude, on se sent seul, c'est triste, mais ça a des effets sur la santé physique et mentale de ceux qui ont ces sentiments-là. D'où cette nécessité britannique de faire un ministère de la solitude. C'est-à-dire, là encore, la solitude amène les gens souvent en dépression. La dépression amène à des états malheureux comme le suicide. Et donc, l'urgence de prévenir cela. En fait, ce qui a décidé le gouvernement britannique d'avoir un ministère de la solitude, c'est qu'il voulait essayer de prévenir quelque chose qui allait véritablement devenir une catastrophe sociale, sanitaire. Absolument, absolument. Et c'est très sérieux parce qu'en fait, aujourd'hui, en médecine, par exemple, le docteur Junot de l'Institut de cardiologie ici à Montréal déclare que le fait d'être seul est un facteur de risque de maladies, des maladies non transmissibles, comme l'obésité, le diabète, les problèmes cardiovasculaires, le cancer, qui est réel. Donc, je suis seule, oui, mais cette solitude, si elle perdure, et si elle est concrète, ne serait-ce que dans la tête de la personne qui la vit, cela a des effets sur la santé. Et justement, je lisais une étude qui disait avoir mesuré sur des individus les effets de la solitude, parce que ces gens-là ont des marqueurs d'inflammation dans le sang beaucoup plus élevés qu'une personne qui a un réseau social. Est-ce que ça veut dire que c'est notre système immunitaire qui fonctionne moins bien? Il y a des conséquences physiques en quelque sorte? Disons qu'être seul, on vit parce qu'on a une raison de vivre. Et une raison de vivre, généralement, est en rapport avec les autres. On est des êtres sociaux. Nous sommes des êtres sociaux. Et on voit des études qui disent, par exemple, que quelqu'un qui a un chien qu'il doit promener chaque matin est en meilleure santé que quelqu'un qui n'en a pas. Donc, c'est pas parce que c'est le chien nécessairement qui est le facteur de santé, mais c'est la marche qui peut aider un peu. C'est le fait d'avoir quelque chose à faire d'autre que de penser à soi. Et justement, la solitude, c'est l'antithèse même de la personnalité humaine. Quiconque est replié sur lui-même est avec lui-même, puis soi-même, c'est pas très intéressant longtemps. On a fait le tour vite. Ce qui est intéressant, c'est d'aller vers les autres. C'est ça qui enrichit, c'est ces contacts. En fait, c'est ce qui donne une raison de vivre. Sentiment de bonheur, d'accomplissement. On sait pourquoi on vit, en fait. Et c'est pour ça qu'à contrario, énormément d'études montrent que les gens qui font du bénévolat, les gens qui s'impliquent dans un groupe, les gens qui ont une famille, les gens qui appartiennent à une communauté, les gens qui appartiennent à une église, qui est une forme de communauté, ces gens-là sont en bien meilleure santé. Pourquoi? Ils vont avoir moins de comportements à risque. Quelqu'un de seul boit facilement. D'ailleurs, il y a des études qui sont sorties qu'aujourd'hui, un groupe à haut risque, ce sont les femmes, quel est le terme que je pourrais employer? Les femmes qui
qui ont des positions très élevées dans le milieu du travail, dans les femmes directrices de compagnies avec beaucoup de responsabilités, tout ça. Certaines études montrent, généralement, ce sont des femmes qui sont seules ou qui n'ont pas d'enfants ou qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants parce que le travail demande tout pour la carrière. En fait, des carriéristes, c'est le terme que je cherchais. Et dans ce groupe de femmes-là, il y a énormément d'alcoolisme. On rentre le soir, puis on se console avec une bouteille. On n'en prend pas un verre, on en prend toute la bouteille. Et donc, on s'endort ivre, on se réveille le matin, on recommence. Donc, la solitude, ne pas avoir des gens dont on peut s'occuper et dont on doit s'occuper, dirige la personne directement vers des comportements à risque. À l'inverse, à l'opposé, il y avait ces études intéressantes sur les fameuses zones bleues. Absolument. Qui parlaient en particulier de ces gens au Japon. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Beaucoup de centenaires et un réseau social très fort. Donc, les centenaires, c'est le médecin Gupta qui a dit, je vais aller toujours voir comment ça se fait qu'il y a tant de centenaires là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils débarquent et puis ils voient des centenaires à bicyclette faisant leur jardin, riant. Il dit, mais j'ai jamais vu ça. Donc, il dit, est-ce que c'est leur régime? Bon, ils mangent des légumes, des fruits, du riz, bon. Mais finalement, quand il pose la question aux centenaires, les centenaires lui disent non. Il dit, ce qui nous tient en vie, c'est Ikigai et Moai. Donc, 2 termes pour dire, nous avons une raison et une passion de vivre. Pour vivre jusqu'à 100 ans en santé, il ne faut pas s'ennuyer. Et le deuxième, Moai, il dit, on a un cercle social, on a un cercle d'amis. 2 mots japonais pour exprimer les facteurs clés. De vie longue, mais heureuse, parce que vivre longtemps à regarder le plafond ou devant une télévision, c'est pas drôle, n'est-ce pas? Donc, ces gens-là sont en pleine vie, ils sont en pleine circulation, ils sont vivants. Alors, rappelez-nous, les 2 clés. C'est Ikigai, une passion de vivre, parce qu'on a une raison de vivre. Et Moai, on a un cercle social qu'on entretient et on a des échanges, en fait, dans leur cas, c'est quotidien. C'est quotidien, tous les jours. Et puis, c'est drôle, dans une certaine étude, il dit, c'est drôle de voir ces centenaires qui parlent de leur premier amour, il dit, il y a 90 ans, et qui en rient encore. Ce médecin était absolument renversé. Il dit, ils ont ce que nous n'avons pas. Parce que bien des gens dans notre société ne savent pas pourquoi ils se lèvent le matin. Puis pour beaucoup, ils disent, j'ai aucune raison de me lever, personne ne va s'ennuyer de moi aujourd'hui. Et on n'a pas de réseau. Parce que justement, en fait, tiens, je pourrais peut-être citer ça, c'est une citation que j'ai relevée. La solitude est une construction culturelle, une affaire de mode de vie. Donc, d'après ces gens-là, je veux dire, c'est que c'est nous qui avons construit notre propre solitude. En ayant en quelque sorte construit ce monde très, très individualiste, très technologique, on a créé un mode de vie solitaire qui en fait n'existait pas auparavant. Exactement, exactement. Et puis, c'est le docteur Martin Junot qui fait une relation assez étroite entre la solitude et les problèmes cardiaques, qui dit « L'interaction sociale est la pierre angulaire de l'espérance de vie ». Donc, on peut comprendre les centenaires d'Okinawa. Je veux dire, ils sont constamment en relation avec un cercle auquel ils tiennent. Quels sont les éléments clés de la société qui ont disparu ou qui ont en tout cas été affectés pour qu'on ait autant de solitude aujourd'hui, selon vous? Je pense qu'à la base, c'est la famille. La famille qu'on appelle traditionnelle n'est plus à la mode. Et alors qu'autrefois, oui, c'était pas rose, puis c'était pas parfait, puis c'était pas merveilleux, mais on tenait à ces relations. Il y avait des liens qui... Il y avait des liens qui perduraient, veut pas, et puis au fil des ans, ça a rapporté, dans bien des cas, de meilleurs résultats que de tout flanquer en l'air. Donc aujourd'hui, les liens sont beaucoup moins forts, ils sont souvent très élastiques, et puis à recommencer constamment son couple ou sa famille,
on s'affaiblit, voyez-vous. Donc, cette notion de famille forte, de famille, De liens qui de liens durent. qui durent, qui Mhm. se passent d'une génération à l'autre. Il y a beaucoup de familles reconstituées, ce qui est très bien, mais les enfants là-dedans souvent ne se lient pas, ne s'attachent pas. Je veux dire, c'est très difficile. Donc ça, c'est un premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la communauté. On ne fait plus vraiment partie de son quartier. On ne fait plus partie d'un village, c'est sûr. C'est quand on est dans une immense ville aussi, Oui, c'est oui, un peu personnel. c'est automatique, c'est automatique. Et il y a aussi l'Église, qui était un lieu de communauté fréquenté régulièrement, donc hebdomadairement en fait, n'existe plus non plus. Donc, quand on regarde ça sous cet angle-là et qu'on voit que les centenaires qu'on étudie en ce moment dans le monde, bien, ils ont des familles très fortes, ou une communauté très forte, ou une église très forte, un ou l'autre, ou deux, ou trois sur trois, mais enfin, ils ont une attache. Mais c'est toujours une attache sociale, voyez-vous? Et c'est au sein de cette attache-là qu'ils trouvent leur raison de vivre, leur passion de vivre. Et puis justement, le réseau social, le soutien qui fait que quand on a une perte, un chagrin, un problème, une maladie, eh bien, on n'est pas tout seul, les gens se rallient. Alors, le monde dans lequel on est n'est pas très favorable pour créer ces liens sociaux dont on vient de parler. Néanmoins, il nous appartient à chacun d'entre nous de pouvoir faire certains choix pour créer ces liens. Je me souviens d'une chanson déjà ancienne qui disait quelque chose comme ça: la solitude, c'est quand on n'aime pas, c'est quand on n'aime plus. Bon, peut-être que c'est un peu schématique, mais l'idée, c'est que quelque part aussi, cette notion de solitude, c'est pas simplement quelque chose qu'on subit, c'est aussi un choix. C'est un choix, oui, mais parfois c'est très glissant. On s'en va vers là sans vraiment trop le savoir. Mais on voit le phénomène, par exemple, des groupes, des clubs, des gangs. Tout ça, c'est des phénomènes de communauté qui remplissent le besoin de relations humaines. Un jeune qui est dans un, comment est-ce qu'on appelle ça, une bande, se sent entouré, soutenu. Bon, c'est assez négatif, mais un club de gens qui font, on voit beaucoup, souvent l'été, des dizaines et des quinzaines et des vingtaines de gens à moto. C'est un club. Ils font tous la moto, ils se connaissent, ils s'arrêtent, ils parlent. Donc, ce besoin de société ressurgit sous d'autres formes. Qu'on le veuille ou non, il faut que ça vienne. Même, par exemple, dans les réseaux sociaux, on fait des groupes de chat. On essaie, les uns sont plus marquants que d'autres. Comme je dis souvent, je dis le clic est léger. Les relations humaines sont lourdes. Et c'est ce poids des relations humaines qui donne un sens puis une saveur à la vie. Vous parliez tout à l'heure, parmi les différents aspects de cette vie sociale, vous parliez de l'Église. Évidemment, c'est une dimension à laquelle je suis particulièrement sensible. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette dimension d'une solitude aujourd'hui qui serait presque une solitude existentielle? Non seulement de ne pas avoir d'amis autour de soi, mais de plus avoir cette connexion qui nous permet de savoir pourquoi on est là. Bah, disons, historiquement, on sait que quand l'existentialisme a paru, est devenu très populaire, il a été ce mouvement philosophique, Sartre, Camus et compagnie, a eu pour conséquence énormément de suicides de jeunes. Parce que justement, c'était un mouvement qui coupait les jeunes de la dimension verticale et ils ont éprouvé ce que j'appelle cette solitude métaphysique. Je ne suis pas seulement seule dans ma chambre, je ne suis pas seulement seule dans mon bloc appartement, je ne suis pas seulement seule dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays. Je suis seule dans l'univers. Je suis tout seul dans ce vaste univers. Il n'y a personne. Je ne peux pas lever les yeux au ciel, voir les étoiles et penser qu'il y a quelqu'un qui pense à moi là. Voyez-vous? Donc, cette solitude métaphysique est souvent pas perçue. On ne met pas le doigt dessus,
mais elle est très réelle aussi. Et profonde. Profonde. Ce qui fait que certaines études sont parues qui m'ont énormément étonnée, mais il y a des études qui ont été faites sur les Afro-Africains et sur les Hispaniques, par exemple, aux États-Unis, et disant que ces groupes sociaux qui fréquentent l'Église hebdomadaire, dans le cas des Afro-Africains, ont jusqu'à 7 ans de plus d'espérance de vie que les Américains qui ne fréquentent pas une église. Et dans le cas des Hispaniques, je pense que c'était 4-5 ans, quelque chose comme ça, mais enfin, des années ajoutées d'espérance de vie. Donc, c'est assez phénoménal que d'aller à l'église, que ça prolonge la vie. Si on dit ça juste ça comme ça, ben on se dit, ben, je ne suis pas sûre. Mais en fait, ce sont des études très sérieuses que j'ai vérifiées. Et justement, peut-être que la citation de Martin Junot, j'ai commencé tout à l'heure en disant l'interaction sociale est la pierre angulaire de l'espérance de vie et a plus d'impact sur la santé que la génétique, l'argent, le type d'emploi ou même le taux de cholestérol. Ceux qui ont une bonne relation de couple, de belles relations avec leurs enfants ou leurs amis, s'en tirent beaucoup mieux aujourd'hui après une crise cardiaque que ceux qui sont seuls. Donc, on voit même médicalement avoir un groupe, avoir un lieu où on peut aller, ben là, on va rencontrer des gens qui pensent comme nous, qui sont comme nous, avec qui on peut échanger. Ben, ça a un bénéfice sur notre santé, sur notre santé, et sur notre longévité. C'est ça, et la santé mentale aussi, parce que la solitude est liée aussi, est génératrice de maladies mentales, je veux dire, génératrice d'anxiété. Donc nous avons tout intérêt à privilégier les relations sociales, à créer des liens profonds, comme vous le disiez il y a un instant, sur le plan vertical comme sur le plan horizontal. C'est ça. Pour pouvoir vivre une vie heureuse et une vie qui soit pleinement épanouie. Oui. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous, Diana Starenky, et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Saviez-vous que la Bible est un livre qui a traversé les millénaires et qui a été préservé d'une manière extraordinaire? Elle est traduite en 2200 langues à travers le monde. Peut-être que Dieu a quelque chose à nous dire à travers ce livre. À l'époque où nous vivons, il est peut-être temps de la lire. Il est écrit vous offre un outil simple et gratuit pour découvrir la Bible. Le cours biblique Découverte. 26 leçons qui pourraient changer votre vie et surtout vous remplir d'espérance. Contactez-nous. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors aujourd'hui, on a parlé de solitude, mais on a parlé aussi de santé, d'éléments de santé. Et France, tu as entre les mains un livre de notre invité, écrit par notre invité, qui justement peut nous aider à avoir une meilleure santé physique, mentale, spirituelle. Exactement. C'est Mme Starenky qui a écrit le petit livre qui s'intitule « Réflexions » au pluriel pour une vie meilleure. Donc, on le voit ici. En fait, c'est simple, hein? C'est des belles pensées pour nous aider parce que on a parlé de longévité, justement, sa dédicace, elle est pour ceux et celles qui aiment la vie et désirent la prolonger pour jouir du bonheur. Donc, ça veut tout dire. Elle nous partage plusieurs choses intéressantes pour les gens qui ont besoin de changer un petit peu leurs pensées, parfois moroses. C'est vraiment bien écrit. Certaines choses, une page, 2 pages, 3 pages, c'est pas long, mais c'est vraiment plusieurs. Ça se lit vite, ça se lit bien. Et elle nous partage à un moment donné que sa mère, quand elle était petite, elle lui partageait des paroles, puis elle donnait l'explication. Puis, on voit ici, elle disait « L'humain est tel que sont ses arrière-pensées. Des pensées nobles, évidemment, produisent des actions nobles et des pensées viles produisent des actions viles. » Et elle dit « À semer des ordures, on récolte la peste. À semer du blé, on récolte du pain. » Donc, c'est des simples pensées comme ça, des belles images, c'est agréable. Donc, c'est un petit livre qui se lit rapidement. On l'offre à 12 $ avec les frais de poste. Diana Starenky, Réflexions pour une vie meilleure. Oui. C'est notre offre de la semaine. Merci France. Et sur le thème de la solitude, de rompre la solitude, Sylvain, toi, tu as pensé nous parler des groupes de partage.
Oui, c'est ça. Bien, France est aussi bien placée, toi aussi, comprendre cette dynamique-là. Dans la dimension de la santé aussi, la dimension socio-relationnelle. Donc, dans les petits groupes, c'est vraiment un lieu où on peut se rencontrer, on peut accueillir les gens, on a des valeurs aussi, le respect, le non-jugement, l'accueil, l'amour, évidemment. Puis, ben c'est ça, c'est la place où ce qu'on peut finalement trouver un lieu sécure, où ce qu'on peut rire, où ce qu'on peut pleurer, où ce qu'on peut se confier. On peut créer des liens Oui. profonds, parce qu'on Ouais, disait dans ben, l'émission, c'est ça. là, c'est pas parce qu'on a un voisin à qui on dit bonjour tous les jours que C'est c'est ça. quelqu'un de proche. Exact. Dans un groupe de partage, on peut créer Ouais. des liens Ouais. profonds. Ouais. Puis ça, on le dit aussi petit groupe, puis on insiste pour que ça reste petit. Idéalement, même, c'est 8, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'il y a du temps relationnel, du temps d'échange, du temps d'écoute aussi, de se sentir écouté, ça fait du bien. Donc, Alors, c'est des un groupes lieu, comme ça, des groupes de partage, des groupes de soutien, ben, il y en a un peu partout. Oui. Mais il est écrit aussi, on propose. Oui, c'est ça. Puis aussi avec nos auditeurs, bien sûr, je les encourage à nous appeler, d'appeler France maintenant, parce que l'opportunité qu'on a avec notre base de données, c'est de profiler aussi les régions, savoir, bon, comme elle l'a si bien fait récemment, trouver des lieux où des gens ont demandé faire partie d'un petit groupe. Donc, à ce moment-là, on peut... Et à l'heure actuelle, on peut créer un groupe, démarrer un groupe dans une région, absolument. etc. À l'heure actuelle, on a déjà des groupes, non seulement à Montréal, mais dans la métropole au sens large. On a Rive-Nord, il y en a à Québec, il y en a dans d'autres régions C'est encore. Les gens peuvent prendre contact avec nous pour ça. Très bien. Alors, merci Sylvain Plaisir. de ce rappel. Oui. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous, que ce soit pour un petit groupe ou pour l'offre de la semaine. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bien sûr, la semaine prochaine, on se retrouve avec un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »